Bonjour et bienvenue au 52e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où 3 jeux s'affrontent dans un duel estrien. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec... Vince. Et Martin. Oui, bienvenue Martin Lauzon de la chaîne YouTube L'Atelier du Meeple, qu'on a invité avec nous aujourd'hui parce que le thème de notre émission, ça va être les jeux à saveur estrienne. Et il y a une raison pour ça, Martin, c'est quoi? Ben, je fais aussi partie de l'organisation d'Estrijou, qui est un événement ludique qui avait lieu à chaque année, puis pendant la pandémie, évidemment, a fait des grosses relâches. Et là, on revient pour la première fin de semaine de novembre avec un Estrijou un peu revampé là, cette année. Cool, ben moi j'ai vraiment hâte parce que j'avais été un participant des dernières éditions, puis j'avais bien hâte que ça revienne. Ben oui, je me souviens même t'avoir expliqué un jeu, je pense. Ouais, je pense que ouais. Je me rappelle pas c'était quoi. Détective Club, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'était un genre de play to win, puis on l'avait gagné en plus. Ah oui. Je l'ai ressorti avec j'avais de la famille qui venait visiter en fait l'année passée, j'ai ressorti Detective Club, ça faisait super longtemps que j'avais pas joué, puis ça a vraiment bien marché. Oui, c'est assez intuitif comme gameplay, hein. Fait que c'est ça, Estrijou de retour cette année. Fait que tu nous as dit la première fin de semaine de novembre, c'est ça? Oui, première fin de semaine de novembre. On commence ça le vendredi 3 et après ça le 4 et le 5 novembre. Ça se passe encore au séminaire de Sherbrooke comme les autres éditions, sauf qu'on a déménagé d'endroit pour que ce soit plus facile d'accès, on espère. Là, il y a eu des grosses rénovations dans cette école-là là, dans les dernières années. Là. Alors, on va bénéficier d'une salle un petit peu plus adaptée, si tu veux. On peut assurer un peu plus de monde, fait qu'on espère que les gens vont venir aussi en grand nombre là, participer à tout ça. Excellent. Puis si on veut y aller, on fait comment? Ben les inscriptions, la date les inscriptions est pas encore tombée, mais ça va être probablement quelque part en septembre. Là, le comité va se rencontrer de nouveau sous peu. Mais vous pouvez déjà aller sur le site. Si vous cherchez Estrijou, vous allez tomber automatiquement sur notre site et vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook. Parfait. Et puis on va leur dire aussi dans un prochain épisode là, quand ça sera le temps d'aller vous inscrire. Parce qu'en plus, ça va être l'occasion de venir nous voir parce que Board Game Duel va être là aussi. Oui, on est bien content que vous veniez participer à l'événement, là. Peut-être un petit enregistrement, il y aura-tu assez de bruit, il va y avoir du public, ça va être le fun, je sais pas, on verra là les installations qu'on pourra vous fournir sur place. Là. Ouais, on est encore en discussion sur qu'est-ce qu'on va organiser, mais il va y avoir de quoi. Ouais. J'espère pour Sam, par contre, que ce soit pas filmé, parce que, tu sais, ce serait triste que tous les gens voient ta défaite face à moi. Ouais, ils vont pouvoir enfin mettre des visages sur toute cette ironie et cet engouement pour le duel. Alright, fait que surveillez vos médias sociaux, les inscriptions vont s'en venir bientôt. Mais oui, vous pouvez tout de suite réserver votre première fin de semaine de novembre. Ouais. Puis sinon, c'est ça, Martin, t'as une chaîne YouTube aussi, si tu veux nous présenter ça pour ceux qui connaissent peut-être pas. Ben, à l'atelier du Meeple, ça a débuté pendant la pandémie, si tu veux, puis je me cherchais une façon d'apprendre à faire du montage vidéo, puis ce genre de choses-là, puis je me suis dit, ben, je pourrais parler de musique parce que je suis un peu musicien, je pourrais parler de jeux de société, mais je voulais pas faire des reviews à temps plein ou juste des top 10, hein, tu sais, je sais que c'est racoleur, là, quand je fais un top 10 une fois ou deux par année, il y a beaucoup de gens qui le voient. Mais j'ai toujours eu un souci d'organiser un peu mes jeux pour que ce soit plus facile, tu sais, les sortir de la boîte puis les remettre dans la boîte puis même que ce soit des fois utile. Fait que je fais des rangements. Je fais ce qu'on appelle des inserts. Là. Je les ai faits en papier plume, là, en foam core au début. J'ai appris à plier du papier puis à faire de l'origami pour organiser les jeux. Puis maintenant, je fais même des tests avec des découpeuses laser puis toutes sortes d'affaires pour vraiment faire des inserts qui pourraient ressembler là, à des inserts plus professionnels. Wow!
En tout cas, moi je trouve que t'es très bon. Je te vois souvent dans les soirées de jeux publics, là, on sort un jeu, puis à la fin, tu nous fais un petit origami avec les scorepads, puis le monde, ils ont des rangements pour leurs cartes puis leurs petites bébelles. Là. C'est comme live de même, il nous fait ça, il y a pas de problème. Ben, j'étais en camping hier, puis j'ai sorti pour la première fois un roll and ride que j'avais pas encore essayé. Fait que j'ai fait ça avec 2 des feuilles, j'ai fait tout de suite une petite boîte pour mettre les dés puis les petits accessoires. Cool, fait que vous aurez regardé ça, l'atelier du Meeple sur YouTube, je vais mettre un lien dans la description du show. Cool. Avant de passer à choses sérieuses, comme le veut notre tradition, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. C'était quoi, Vincent, notre duel l'année passée? Donc, c'était notre épisode 2 des duels Star Wars contre le Seigneur des Anneaux. Puis là, c'était l'édition Dungeon Crawl. Donc, de mon côté, j'avais défendu le jeu Imperial Assault de Corey Konitzka. Donc, c'est une réimplémentation de Descent, où dans le fond, on va avoir des joueurs en équipe qui vont affronter un donjon, qui vont être dirigés par un autre joueur. C'est du tous contre un, où le joueur seul va jouer l'Empire, il va contrôler tous les méchants, il va savoir aussi tous les événements qui vont se produire pendant le scénario. Puis on a les gentils qui sont de leur côté, qui sont des rebelles, qui veulent essayer d'atteindre différents objectifs. Le jeu se joue de 2 façons, principalement. On a le mode plus campagne, qui fonctionne comme je l'ai décrit, où là, vraiment, on a une histoire, puis en fonction de si l'Empire ou les rebelles vont gagner les différents scénarios, ça va influencer comment l'histoire avance. On va avoir des systèmes de progression autant pour l'Empire que pour les rebelles. Fait qu'on essaie on va vraiment devenir de plus en plus fort. On va avoir des choix à faire au niveau de qu'est-ce qu'on va s'équiper, quelles vont être les compétences qu'on va apprendre. Fait qu'on a vraiment ce sentiment de progression. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, vu qu'on est à tous contre un, l'Empire a de leur côté comme plus d'outils puis d'effets machiavéliques pour pouvoir nuire aux rebelles. Le jeu est aussi très thématique, on a il se joue avec des minis, on a des Stormtroopers, on a des héros de l'Alliance puis de l'Empire qui vont se combattre. Qui vont se combattre, mais qu'on pourra pas jouer. Ce que Sam sous-entend, il est un peu rabat-joie. En fait, c'est qu'au départ, on joue un peu l'équipe B des rebelles. On est une équipe, mais on n'est pas les héros, mais on va pouvoir les invoquer. Dans le fond, c'est qu'on peut décider d'amener avec nous autres Obi-Wan Kenobi ou Luke Skywalker pour nous aider dans la mission. Mais on joue pas spécifiquement ces personnages-là. On va jouer plus, c'est ça, d'autres rebelles moins connus. Puis Sam, ça l'a un peu... c'est le côté, je pense, que Sam aime moins, c'est que t'es pas le héros, t'es pas Luke Skywalker, t'es pas Han Solo, mais tu peux les amener avec toi. Ouais, ils vont peut-être te faire un petit caméo un moment donné dans ta série, là, mais t'es vraiment le offshoot du offshoot. Là. Mais ça permet plus de liberté aussi au niveau des personnages, parce que t'as des bonhommes un peu plus différents. Ça, c'est comme la façon de base de jouer. Il y a aussi une version avec application, où est-ce que là, l'Empire va être géré par une appli. Là, on n'a pas besoin, dans le fond, d'être nécessairement 2 personnes minimum. On peut être tout seul puis faire l'expérience en solo. C'est aussi une campagne, en fait, plusieurs campagnes. Il y a des campagnes pour différentes extensions. Puis ces campagnes-là, dans le fond, réutilisent les composantes des extensions puis nous permettent de faire des aventures qui sont différentes de celles qui sont dans les boîtes de base. Ensuite, il y avait un mode plus compétitif, un mode escarmouche où là, vraiment, on a un système de pointage. 2 joueurs vont se construire une équipe composée de rebelles ou de personnages de l'Empire. On va construire une carte donnée, il va y avoir des objectifs, puis là, on va se taper dessus. Là, vraiment, on va utiliser le système de combat tactique pour se taper dessus, accumuler des points pour pouvoir gagner. Il y a eu une grosse scène compétitive de ça pendant un temps. C'est un jeu aussi qui se veut un peu un lifestyle game dans le sens où on va avoir vraiment beaucoup d'extensions, beaucoup de mini-extensions aussi. Tu sais, certains packs, c'était des personnages individuels comme si tu voulais avoir Boba Fett, t'avais une extension dans laquelle t'avais Boba Fett, mais sur la version de jetons. Mais si tu voulais l'avoir dans ton équipe pour faire de l'escarmouche, ben là, il fallait que t'achètes le pack Boba Fett pour avoir la mini, puis pouvoir l'utiliser par après. Ça, c'est le fun pour le client, là. Ah ouais, il paye. C'est sûr qu'il y avait un aspect un peu marketing, mais il y en avait un gros là-dedans, là, mais tu sais, c'est un peu dans le même style que
Warhammer, Star Wars Legion, Star Wars Armada, tu sais, ça rentre un peu dans cette lignée-là, mais là, t'as l'option aussi Dungeon Crawl, qui là, t'as une histoire qui est plus classique, puis où t'as pas besoin nécessairement de dépenser une fortune pour avoir quand même beaucoup de plaisir. Question pour Vince. Souvent, les jeux comme ça qui offrent plusieurs modes de jeu différents, tu sais, il y en a qui disent que quand tu cherches à trop faire, tu fais rien de bon. Est-ce qu'il y a des modes de jeu qui est vraiment plus intéressant que les autres? Moi, j'ai surtout joué dans le mode dans le mode histoire que dans le mode escarmouche, parce que j'ai pas dépensé une fortune pour avoir suffisamment de miniatures de chaque côté. Tu sais, j'ai comme plus acheté des packs de héros. Fait que mon côté empire, il est un peu moins bon. Fait que c'est pas trop équilibré. Mais de ce que j'ai compris, la scène compétitive a quand même été assez grosse, tu sais, ça a bien levé. Fait que j'imagine qu'il était intéressant, qu'il était bon. C'est sûr qu'il a été remplacé après par Star Wars Legion, qui lui était vraiment plus juste un jeu de miniature. Là. C'est ça. Mais le côté histoire, moi j'aime pas mal, là, puis justement, il faut que je me relance dans une campagne prochainement. J'aime l'esprit de, tu sais, l'ambiance Star Wars, j'aime le système de combat est intéressant aussi. On a vraiment un système de couverture ou tout ça, que tu peux te cacher puis essayer de faut que tu te positionnes à des endroits vraiment stratégiques. Puis je trouve qu'il y a un bon défi là-dedans. Oh, intéressant. C'est sûr que par contre, je sais que toi t'es plus fan de héros. On roule beaucoup de dés quand on joue à Imperial Assault, c'est sûr. Fait que tu sais, faut que tu joues avec tes forces. Il y a une façon de mitiger un peu le hasard, mais c'est vrai que tu vas rouler des dés bien en masse. M'en doutais. Puis là, l'autre, il peut rouler un dé, puis comme il y a une chance de comme totalement annuler ta grosse attaque. S'il est assez défensif, ouais. Mais c'est pas tous les dés qui l'ont, cette face-là. En tout cas, on voit que Sam est un peu aigri de son expérience. Ouais. Non, moi je l'ai bien aimé là. On n'a pas rejoué depuis l'année passée, mais c'est plus par manque de temps puis de quand on se voit, on a d'autres jeux à essayer là. Mais je serais partant pour y rejouer, je serais partant pour essayer le mode escarmouche aussi. Mais j'aime quand même pas mal mieux Journeys in Middle-earth, qui avait été mon choix pour ce duel-là. Donc on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Encore une fois, on peut jouer des espèces de nobody qui ont été créés pour le jeu, mais ils ont eu la gracieuseté de nous inclure les Aragorn, les Legolas, Gimli, Gandalf dans une extension. Donc on peut être les vrais héros si on veut aussi. Ce que moi je préfère. Puis c'est un jeu qui est plus axé sur l'exploration que le combat. Tu sais, d'habitude les Dungeon Crawl, t'as une map, tu rentres dans une salle, il y a des monstres qui sont là, tu leur tapes dessus, tu t'en vas, puis tu te poses pas trop de questions. Dans celui-là, il y a vraiment des choses à explorer, des défis à aller relever, puis dépendamment des défis, chaque personnage va avoir comme plusieurs stats. Là, il y en a qui sont meilleurs en agilité, d'autres meilleurs en force, puis là, il y a comme un aspect semi-aléatoire dans les scénarios. Là. Les tuiles puis les monstres vont apparaître de façon un peu semi-aléatoire, justement, tout géré par l'application. Donc, si on rejoue la campagne plusieurs fois, on n'aura pas tout le temps exactement la même expérience. Puis c'est ça, en lisant les petites descriptions dans l'application des choses, ben tu peux déduire quelles compétences qui va être utile pour faire ça. Tu sais, si tu vois que mettons, il y a un arbre qui est tombé au-dessus d'une rivière, puis il faut que tu essaies de passer l'autre côté, ben tu peux penser que ça va être de l'agilité qui va être nécessaire pour réussir ça, tu sais. Puis pas du wisdom, mettons. Puis j'aime beaucoup aussi le système de personnalisation des personnages, parce que dans celui-là, il n'y a pas de dés. C'est toutes les fois que tu fais un test, c'est que tu vas tourner des cartes de ton deck. Puis la façon que tu montes ton deck, c'est que tu vas avoir des cartes de base que tout le monde va avoir les mêmes, mais tu as aussi les cartes de ton personnage. Donc si je joue Legolas, ben j'ai des cartes uniques à Legolas, mais je vais aussi me choisir une classe. Fait que je peux avoir un Legolas qui va être un chasseur ou un meddler ou un defender. Tu sais, il y a comme plusieurs classes. Il y en a qui se matchent mieux que d'autres, là. Comme un Legolas Hunter, ben tu sais, on s'entend que ça fit, puis il y a des belles synergies entre les cartes des deux. Puis même pendant au fur et à mesure que la campagne évolue, tu peux multiclasser, puis tu peux vraiment comme personnaliser ton personnage pour fitter ton style de jeu. Puis ça, je trouve ça très cool. Puis ça permet aussi de mitiger le hasard parce que il y a beaucoup de façons d'aller voir les prochaines cartes sur ton deck ou de modifier ton deck pour enlever les cartes qui ont pas les bons symboles puis tout ça. Donc tu sais, oui, il y a un aspect de hasard dans ce que tu piges, mais il y a plus de façons de le mitiger
qu'Imperial Assault ou d'autres dungeon crawl plus classiques. Puis justement, dans cette lignée-là, tu sais, c'est que tu peux avoir des synergies entre les joueurs, tu sais, t'as beaucoup d'effets qui vont te permettre d'aider tes alliés en justement leur permettant de piocher plus de cartes ou de jouer plus de cartes. Fait qu'on a vraiment un bon esprit de collaboration, je trouve, dans ce jeu-là, même si chacun des personnages est vraiment assez spécialisé. T'sais, tout le monde a ses forces et faiblesses, faut vraiment penser à notre affaire, bien planifier nos tours pour maximiser leur efficacité. Je trouve aussi que l'histoire est un peu mieux écrite que dans bien d'autres jeux de ce style-là. Là. Puis avec l'application puis tout, il y a des effets sonores, pis t'as vraiment l'impression d'être dans un voyage en terre du milieu. Toi, Martin, je suppose que t'as pas joué à aucun des deux? Non, j'ai pas joué à aucun des deux. Moi, j'avais joué à War of the Ring, que tu sais, il y a une espèce d'exploration quand même en s'en allant, mais c'est une grosse game qui avait duré tout un avant-midi où j'ai mangé la raclée du siècle. Alors, j'en ai gardé un souvenir un peu ordinaire. Mais le jeu, c'est parce que tu sais, je trouve ça intéressant que tu parles à quel point c'est bien écrit. Tu sais, il y a peut-être aussi, tu sais, Star Wars, ça n'a jamais été super bien écrit au niveau des dialogues puis de raconter l'histoire. C'est vraiment du film, alors que l'autre, c'est vraiment un auteur, tu sais, puis il y a du lore. C'est peut-être plus facile aussi de faire quelque chose qui se tient. Star Wars, c'est pas super bien écrit. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, ben, Fait que si t'avais à voter, lequel qui tenterait le plus d'essayer en premier, mettons? Probablement quelque chose qui a rapport avec le Seigneur des Anneaux, là. Il y a plus de chances pour la thématique, mais je suis un fan fini de science-fiction, là. Tu sais, c'est pas... Mais c'est juste pour ce que je viens de nommer, là, tu sais, parce que le fond de l'histoire est probablement un peu mieux écrit, mais c'est vraiment juste ça. Juste ça. Puis les deux ont des applications, c'est ce que vous disiez? C'est ça. Imperial Assault, de base, il y en a pas. C'est que plus tard, ils en ont fait une. Fait que de base, Imperial Assault, faut que tu joues avec quelqu'un qui est comme le maître du jeu omniscient qui joue les méchants, puis toutes les autres contre lui. Mais après, ils ont ajouté l'application pour justement permettre des joueurs solo d'en profiter. Parce que moi, j'ai pas beaucoup joué à des jeux où on a besoin d'une application. Je l'ai fait pour des unlocks. Ça rajoute un maximum de stress, là, c'est super. Mais ça fait 2 fois dans les 2 dernières semaines que je teste Forgotten Waters. Puis l'application est vraiment très immersive avec des gros accents pour les pirates, puis à date on a beaucoup ri. L'histoire était bien écrite, j'ai été surpris. Là. Je pense que c'est québécois même, je pense à la base là, de cette conception-là de ce jeu-là, où en tout cas il y a des ramifications au Québec. Puis mais j'ai trouvé que l'application était intéressante, tu sais, c'était la première fois que je faisais vraiment ça, fait que je trouve ça intéressant que vous parliez d'application, vu que pour moi c'est tout nouveau, tu sais. Ouais, celle de Journey's in Middle-earth est particulièrement bien faite à mon avis là, pour avoir utilisé quelques applications de Dungeon Crawl pour justement jouer solo. Celle de Journeys est vraiment vraiment bonne, puis elle guide tout, puis elle fait le suivi de certains éléments que sinon, tu sais, comme les points de vie, sans l'air con, là, mais tu sais, à m'amener dans Journey's in Middle-earth, il y a des bonhommes partout sur ta carte si tu gères pas bien. Puis là, de mettre des tokens partout, ça peut devenir mêlant, mais là, l'application gère ça pour toi, puis ça fait super bien l'effet. Puis il y a plein comme d'attaques spéciales qui ont des effets particuliers. L'application gère ça pour toi, puis ça facilite beaucoup la vie. Ouais, c'est ça. Ça fait le busy work que tu veux pas faire avec des jetons pis un papier et de crayon, mais en même temps, elle est pas trop intrusive que comme t'es tout le temps en train de regarder ta tablette plutôt que la table. Puis est-ce que ça fait que c'est un jeu qui serait moins fiddly à la limite? À cause de l'application? J'aurais tendance à dire que oui. OK. C'est intéressant dans ce temps-là. Il est quand même fiddly un peu, là. Il y a beaucoup de jetons pis de trucs à mettre sur le plateau, là. Puis tu sais, comme quand ils te sortent une nouvelle tuile, ben faut que tu la cherches, tu la trouves. Tu construis pas toute ta carte au début, là. Fait que ça te donne un petit effet d'exploration, je sens qui est le fun parce que t'as des surprises, mais tu sais, des fois ça casse le rythme un peu parce que tu trouves pas la maudite tuile A218, là. C'est pour ça qu'il faut que tu organises ta boîte de façon intelligente à pouvoir te retrouver rapidement. Wow! Tu lis dans mes pensées. Ben, je pourrais te le prêter, Martin, puis tu pourras l'organiser puis me le redonner après. Puis tu l'essayeras en même temps aussi, là.
Alright, fait que c'était ça pour notre long retour sur le duel de l'an passé. On va maintenant passer au duel d'aujourd'hui. Qui est pas un duel parce qu'on est trois, je sais pas, on a toujours pas trouvé c'était quoi le mot pour un duel à trois, hein. Non, puis on avait dit que c'était pas truelle parce que ça faisait un peu jardinier. Ouais, Tu l'avais coupé, hein, c'était pas drôle avant qu'on commence à enregistrer, pis c'est pas plus drôle avec les micros ouverts, hein. Non. Ok, donc, vu qu'on vous parle d'Estrie joue, notre thématique, c'est l'Estrie. Fait qu'on est allé quand même large, là, parce que je pense pas qu'il existe beaucoup de jeux spécifiquement sur l'Estrie. Donc, ça va faire partie du duel, je pense, d'essayer de justifier pourquoi notre jeu est plus estrien que ceux des autres. Parce que, outre ça, je pense qu'il y a pas beaucoup de points de comparaison entre les trois jeux, là. Ouais, on est allé assez varié, assez disparate. Mais je pense quand même qu'on a sous la main 3 jeux assez intéressants. Au moins 2. Merci Sam, je vais présumer que c'est les 2 miens, c'est ça? Ah, on verra plus tard. Fait que vas-y donc en premier, Vincent. Ok, ben, moi au début, je me suis demandé, ok, un jeu qui représente l'Estrie. Quand je pense à l'Estrie, à quoi je pense? Le premier truc, c'est le plein air, c'est la forêt, c'est les randonnées, tu sais, c'est la nature. Tu sais. Moi, l'Estrie, c'est ça pour moi, c'est la nature. Puis c'est un peu... Et t'as déjà parlé de Wingspan. Oui, j'aurais pu prendre Wingspan, mais finalement, j'ai été vers quelque chose d'autre, parce que, tu sais, c'est aussi, j'allais dire, un peu féerique. Fait qu'en ayant cette idée de féerie-là, je me suis dit que le jeu qui me faisait penser à l'Estrie, c'était Everdell. Donc, Everdell, c'est un jeu qui est sorti en 2018, qui a été designé par James Wilson, qui a été très bien illustré par Andrew Bosley, Cody Jones et Dan May, et qui est publié aux éditions Starlight Games. Donc, Everdell, on regarde la couverture, puis déjà, c'est super beau, c'est une belle forêt, puis on a un blaireau anthropomorphique avec une petite souris qui regarde le paysage, qui regarde à travers la forêt. C'est très féerique, puis ça me fait penser justement aux forêts de l'Estrie. Ben oui, il y a plein d'animaux anthropomorphiques dans les forêts estriennes, c'est bien connu. Mais c'est féerique. Tu crois, tu promènes au Mont-Bellevue, j'allais à l'université de Sherbrooke le matin, à tous les matins, je marchais à travers le Mont-Bellevue. Puis ça m'arrivait de croiser des chevreuils assez régulièrement. Fait que tu sais, c'est dur d'être plus féerique que ça. Fait que Everdell fit parfaitement sur le thème. Tu sais que depuis la pandémie, les chevreuils viennent jusqu'au centre-ville où j'habite. Ouch. Ouais, ok. Ça fait un peu moins féerique le centre-ville avec les chevreuils, mais quand même, en temps normal, ils sont pas là. Ils sont dans le bois. Mais ça marche. Soit sur la rivière, cette semaine, il y avait des hérons pis tout. Alors, tu sais, c'est comme ça marche. Hein? Tu vois? J'ai convaincu au moins Martin. T'es vois-tu charrier des petites baies pis des brindilles pour construire leur tableau de cartes? Non, mais j'ai vu des oiseaux s'ostiner tout le printemps. Il y avait des outardes, il y avait des canards, puis là, l'autre jour, c'était les hérons avec un petit. C'est quand même cute. Ouais, tu vois, c'est ça, l'Estrie. C'est le facteur cuteness, là. Parce que il est là, en plus, le facteur cuteness dans le jeu, parce que tous les dessins sont jolis, il y a des belles couleurs. Le plateau aussi est super bien illustré. Les composantes du jeu, ils sont très jolis aussi. Les petites baies, on dirait des petits bleuets roses. Les roches, les brindilles, tout est vraiment cute. Puis on a un beau gros arbre au milieu de la table. Ok, lui, il est plus encombrant un peu, là, mais c'est joli, ça fait qu'il y a une belle présence. Je vais maintenant commencer à parler du jeu pour vrai, parce que là, on a comme dérapé un peu. Donc, Everdell, c'est un mélange de placement d'ouvriers puis de construction de tableaux. Chaque joueur va construire comme son petit village qui construit en plaçant des cartes dans son tableau. Ces cartes-là, ça peut être souvent des bâtiments ou des personnages. Puis, chacune de ces cartes-là va avoir des pouvoirs particuliers. Il y a des maisons, entre autres, là, des bâtiments qui vont te permettre de débloquer gratuitement certains personnages. Fait qu'on a une espèce d'idée de construction de combos puis de tableaux qui va progresser. Puis plus ça va aller, plus on va accumuler des points. On a la composante aussi placement d'ouvriers qui est importante. Sur le plateau central, on va avoir des endroits où on va pouvoir placer nos personnages pour aller collecter des ressources. Donc on a 4 ressources dans le jeu.
des brindilles, de la résine, des pierres, des baies. Puis on va pouvoir utiliser ça pour pouvoir construire des cartes dans notre tableau. On va avoir aussi certains éléments qui vont être certains emplacements qui vont être aléatoires, qui vont changer d'une partie à l'autre. Ce qui fait qu'on va avoir de la variété lorsqu'on va rejouer. Un tour standard, c'est ça, on va décider de soit placer notre ouvrier sur le plateau, ou on va décider d'acheter une carte puis de construire une carte. Lorsqu'on veut construire une carte, on va pouvoir payer les ressources qui sont nécessaires. Chaque type de carte va avoir différents coûts. Il va avoir comme des tendances. Les personnages vont souvent coûter plus des baies. Les constructions vont souvent avoir besoin de pierres et de bois. Puis en fonction, dans le fond, du nombre de points que ça va donner ou de la force, j'allais dire, du bâtiment, souvent ça va coûter de plus en plus cher à construire. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, je trouve, l'espèce de petit aspect de synergie entre les différentes cartes. Il y a beaucoup de copies de toutes les cartes. Contrairement à ce qu'on peut des fois avoir peur que, tu sais, c'est dur de voir sortir notre combo dans ce jeu-là, je trouve qu'il y a une assez grande rotation au niveau des cartes qu'on va facilement pouvoir créer justement les combos qui sont payants. On a des histoires comme si on trouve une ferme, puis qu'on est capable de trouver le mari et la femme souris, on peut comme les construire les deux, puis ils vont nous faire les construire les trois, puis nous faire plus de points en fin de partie. Fait qu'il y a ce petit truc-là que je trouve qui est intéressant, qui est assez standard aussi au niveau des constructions de tableaux, mais qui est bien réussi ici. On a aussi un aspect course. À mesure que la partie va avancer, si on réussit à construire certains sets de bâtiments, le premier, on va pouvoir aller chercher, dans le fond, ils appellent ça un peu des événements, mais dans le fond, c'est comme des trophées qu'on va aller chercher. On va placer notre ouvrier sur ce trophée-là, on va le collecter, puis ça, c'est un point des points qu'on va garder pour nous, puis que les autres pourront pas aller chercher. Fait que c'est important des fois de regarder un peu qu'est-ce que tes opposants font pour savoir justement est-ce que ça vaut la peine de se lancer vers une de ces courses-là ou pas, en fonction de si on l'avance ou si ça va bien. C'est un des petits points d'interaction du jeu, là. Ouais, c'est vrai que sinon, en temps normal, à part bloquer les emplacements, tout le monde fait pas mal son plateau à lui, son tableau. Ouais, c'est vrai que c'est pas le jeu le plus interactif, là. Il est joli, tout ça, mais chacun fait son affaire, là. Ouais. Puis tu parlais de bloquer les espaces sur le plateau. C'est vrai que ça arrive un peu, mais étant donné que le timing de quand est-ce que tu reprends tes ouvriers, tu sais, c'est pas comme un jeu classique où qu'à la fin du round, tout le monde reprend ses ouvriers. C'est comme quand t'as plus d'action à faire, c'est là que toi t'y reprends. Puis c'est à ce moment-là que tu vas libérer les espaces des autres. Fait que j'ai pas joué souvent, mais en tout cas, la fois qu'on avait joué, je trouvais qu'on était un peu décalé là-dedans, là. Fait que tu sais, il suffit que t'aies comme une ou deux cartes de plus à jouer que les autres ou une ou deux de moins. Puis là, comme tout le monde se décale un peu de quand est-ce qu'il reprend ses ouvriers. Fait que oui, tu vas aller bloquer les spots, mais peut-être pas dans un tour que l'autre a besoin d'y aller, tu sais, c'est ça, c'est... Ouais, tu peux un peu moins baser ta stratégie là-dessus, tu sais. C'est sûr que à cause de cette mécanique que je trouve quand même cool, parce que dans le fond, pour aller plus dans le détail, c'est qu'au début on a seulement deux ouvriers. Lorsqu'on les a placés, puis lorsqu'on a mis toutes nos cartes, on va passer à la prochaine saison. En passant à la prochaine saison, on va pouvoir gagner en fait des ouvriers de plus. On va aussi pouvoir activer le pouvoir de certaines cartes qui s'activent au changement de saison. Puis là, on repart. C'est ça, on va rechercher les ouvriers qu'on avait sur le plateau, fait qu'on libère les espaces. Fait que, comme tu dis, en fonction de comment on va jouer, on passera pas à la saison suivante en même temps. Fait que ça fait que l'ordre du tour, en fait, la dynamique des tours puis des emplacements occupés va vraiment fluctuer à mesure que la partie va avancer. Ça, je trouve ça cool comme mécanique, mais comme tu dis, ça fait que c'est moins facile de prévoir des blocs. En tout cas, il faut que tu penses un peu plus à ton affaire, parce que quelqu'un peut facilement voir que tu le bloques puis juste décider de jouer une carte puis dans le fond te voir reprendre tes bonhommes puis aller rapidement après. C'est un peu, tu peux jouer avec cette dynamique-là. Ça fait aussi que la partie se termine comme pas nécessairement en même temps pour tout le monde.
Fait que si tu joues à beaucoup de joueurs, pis que t'es le premier à finir, tu peux passer un bon bout de temps là, à compter tes points et à te tourner les pouces, là. Ouais, mais en même temps, il y aura pas une énorme différence, à moins que ta partie ait pas très bien été, là. Puis tu sais, en ayant un joueur de moins à jouer, tu sais, ça va tourner plus vite aussi. Mais tu vois, moi j'ai joué entre 10 et 20 parties, là, je sais plus exactement de Everdell depuis que je l'ai. Et c'est arrivé une fois. On a eu une partie là où on était juste 3, comme quand dans la configuration qu'on a joué nous 3. Mais il y a un joueur que tu sais, il était rendu à la 2e saison, puis nous autres, on venait de finir la dernière, là. Tu sais, je veux dire, Mané, il a arrêté, là. C'était clair qu'il gagnait. Il y avait c'était comme on était tanné, là. Mais c'est arrivé une fois seulement. Mais tu sais, il y a eu un beau combo de cartes qui est sorti en même temps. Puis moi, il y a un aspect que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est que tu t'es pas obligé de jouer des mains de ta carte, tu peux jouer des cartes directement du plateau central. T'sais, tu peux construire, t'es pas obligé de les amener dans ta main, il n'y a pas une étape d'amener des cartes dans ta main avant de les jouer. Fait que c'est quelque chose que tu peux construire qui est sur le marché, tu peux le faire tout de suite. Et là, il y a des beaux moments d'opportunisme là, des fois. Là. Mm-hmm. Ouais, c'est là aussi que je trouve que c'est bien parce que ça fait que tu as beaucoup de cartes qui sont disponibles en tout temps parce que tu as celles de ta main, celles qui sont sur le plateau central. C'est pour ça que tu as souvent l'opportunité de faire les combos de cartes qui sont forts parce que ça tourne beaucoup puis tu as beaucoup de cartes disponibles. Puis ça, je trouve que ça équilibre bien les choses. Ça fait que t'es pas en train d'attendre que cette carte-là sorte. Elle va sortir, c'est à peu près sûr. À ça, j'ajouterais aussi que c'est un jeu qui a été très populaire, puis il y a des tonnes d'extensions. Je pense que Martin, t'es as pas mal toutes même. Maintenant, oui, il y en a une que j'ai pas achetée, parce qu'il y a un petit promo pack à un moment donné il y a une carte particulière que tous mes amis m'ont dit que si la carte était dans le jeu, ils voulaient pas jouer avec moi. Là. Mais c'est une carte qui te permet d'échanger complètement ta main avec la main de quelqu'un d'autre. Alors, quelqu'un qui accumulerait on a eu une partie comme ça, là. T'sais, le joueur fait comme, on a perdu 20 minutes à chercher sur BGG, c'est-tu vraiment ça, là? On peut échanger la main, tu t'es préparé une main, t'as gardé des cartes, tu t'as fait exprès d'en jeter d'autres pour vraiment garder ton combo, puis tu te le fais arracher des mains, puis ta game est finie, là. T'sais? Fait que, il y a un combo que j'ai pas, là. Ouais, surtout que, tu sais, le reste du jeu, c'est assez tranquille, on fait nos affaires, là, t'as cette espèce de take-that dégueulasse qui peut te détruire ta partie. J'avoue que c'est un peu sauvage comme carte dans le contexte, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Juste pour finir, c'est ça. À la fin de la partie, on fait les points en fonction de ce qu'on a construit, puis en fonction de ce qu'on va avoir accumulé au cours de la partie. Puis celui qui a le plus de points gagne. On a aussi en fin de partie une façon d'aller chercher des points. Une dernière petite course là qui est si t'es capable de jeter un certain nombre de cartes de ta main, tu peux aller comme acheter un nombre de points. C'est peut-être la seule autre occasion où vraiment on va se mettre au coude à coude, là. Ouais, parce que tu peux le faire n'importe quand dans la partie, dans le fond. Fait que, il y a comme un petit jeu de genre, j'y vais tout de suite, mais là, je vais me ralentir en jetant toutes mes cartes, mais en même temps, je vais faire plus de points que les autres, je vais être capable de me rattraper après. Ou là, si t'attends trop. Cet espace-là est ouvert juste dans la dernière saison. Ok, si ouais. vous vous souvenez bien. Il est ouvert juste à la fin, mais si tu le fais pour t'assurer les points maximum de cette section-là, tu sais, si tu y vas au début, tu perds tout de suite un meeple, puis tu perds plein de cartes, là. Fait qu'à moins d'en avoir parce que on a une main quand même limitée dans ce jeu-là, là. Ouais, c'est vrai. En temps normal, je pense qu'on a accès à seulement 7 cartes. Puis là, il faut que t'en jettes le nombre de points où il s'est rendu. Fait que le premier qui y va, il jette 5 cartes, c'est ça? Fait que ça... Par cœur, je me souviens pas. Mais c'est ça. Mais c'est une partie importante de ta main qui va au vidange si tu veux y aller vite, là. Fait que c'est... C'est une belle occasion si on a une game comme on a eu l'autre fois en la jouant, où rapidement, à la dernière saison, on n'avait plus de place pour construire dans notre tableau. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je trouvais que le jeu, il y avait un peu trop d'abondance, justement. Tu sais, ma dernière saison, là, je suis comme juste allé chercher des ressources pour les convertir en points à un taux qui était pas très avantageux, là, parce que justement mon tableau était déjà plein. Peut-être que c'est moi qui ai mal jugé, que j'ai construit trop de petites cartes. J'aurais peut-être dû me garder de la place pour des plus grosses cartes, mais j'ai trouvé que mon dernier round était poche un peu parce que j'avais déjà tout fait mes points, puis là j'étais juste comme en mode je suis capable d'aller grappiller 1 ou 2 points de plus en
en pognant une tonne de bois, tu sais. Puis toute cette malchance-là, ça t'a empêché de gagner ou? Non, j'ai gagné pareil, je pense. Ok, c'est ça, je T'as me gagné disais. t'as gagné sur le tiebreaker en passant. Mais ouais. c'est ça, moi j'aime mieux quand tu sais, les jeux sont un peu plus tight, que tu cherches tes ressources, que t'es comme, tu sais, j'aime mieux qu'il me manque une ressource que j'en ai comme 3 de trop, tu sais. Parce que là, tu sais, comme, je trouve les décisions sont plus importantes, plus déchirantes. Parce que là, tu sais, c'était comme, bah, ben, c'est ça, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, puis là, il me reste encore 2 tours, tu sais. Ouais, mais Ouais. c'est rare les jeux que t'as et du tableau builder et ben de l'interaction, tu sais, pas de l'interaction, mais de la tension comme tu la cherches. Je suis pas sûr que c'est deux trucs qui vont, tu sais, souvent ensemble dans les, tu sais, on le voit une fois de temps en temps, là, dans des trucs comme Évolution, des trucs comme ça, là, mais c'est pas, Ou Race for the Galaxy. ouais, Que là, t'essaies de, ou même Arrest Expédition qu'on a déjà joué ensemble aussi. Tu sais, t'essaies de deviner qu'est-ce que les autres vont faire comme action, puis d'en profiter, puis tu sais. ouais. Mais tu sais, il y a souvent un peu moins d'interaction dans un tableau builder, mettons, que dans, je sais pas, moi, n'importe, les deux autres jeux qu'on va présenter tantôt, là. Oui. Mais tu sais, au-delà de l'interaction, je trouve que le jeu est trop généreux, genre. Oui. J'aime ça quand c'est un peu plus punitif, puis il faut que tu travailles fort pour aller chercher des points. Mais c'est une question de goût, là. On va te faire jouer à Dune, ça prend toute une veillée pour faire 10 points. Là, tu parles de Dune, là? Oh non, je parle juste de Dune Imperium. Tu sais, la fin de la game est déclenchée au 10e point, fait que tu sais, mais ça prend quand même un certain temps à jouer. Hein. Ouais. Mais il s'approche bien. C'est pas mon préféré non plus, celui-là. OK. Il est correct, là, mais je refuse pas d'y jouer, je vais pas le proposer. OK. Je pense que je dirais Everdell. Pour revenir à nos moutons. Un jeu, par exemple, que j'ai beaucoup de plaisir à jouer puis que j'aimerais ça rejouer, c'est le jeu de Martin. Oui, ben c'est un jeu un peu obscur, ça s'appelle Squaring Circleville, c'est-à-dire équerrir Circleville, qui est une ville qui a été bâtie en Ohio en genre 1810, sur des formes géologiques qui étaient déjà un peu rondes, tu sais, dans un environnement, puis ils ont mis une espèce d'hôtel de ville octogonal au centre, puis toutes les rues partent du centre. Fait que tous les terrains sont triangulaires, s'en vont sont toutes de formes différentes, puis tu sais, ils parlent souvent de cette ville-là comme un exemple des premiers trucs d'urbanisme aux États-Unis. Fait que genre 1810, c'est le début de l'établissement, puis ça a pas pris des siècles là, quelques dizaines d'années plus tard, tu sais, les gens se plaignaient que ça avait pas de bon sens puis que c'était compliqué. Fait qu'ils ont finalement redétruit la ville pour la reconstruire. Puis chez Spielwork, ils ont vraiment fait un jeu là-dessus. C'est un jeu qui dure à peu près 1h30, un 90 minutes d'1 à 4 joueurs. C'est sorti en 2021. Puis c'est un jeu qui a une de mes mécaniques préférées, c'est-à-dire la roulette d'action. Tu sais, là, c'est vraiment La rondelle. La rondelle d'action. Merci, c'est le terme exact. Fait qu'on a une map avec la ville qui est tout à fait circulaire, avec un premier quartier dans le coin qui est comme déjà fait pour nous montrer comment ça marche. Puis le jeu a essentiellement 4 actions de base. Tu détruis des routes, tu reconstruis des routes, dans le bon sens, soit là, hein, toutes perpendiculaires les unes aux autres. Tu détruis des buildings, puis tu reconstruis des buildings. Il y a d'autres petites actions bonus qu'on peut faire là en plus de ça, mais la mécanique de base, c'est ça. Fait que t'as 2 personnages, t'en as un qui est sur la rondelle d'action. Fait que tu peux l'avancer d'un certain nombre de cases qui sont de couleurs différentes et ramasser une des pastilles qu'il y a sur le dessus de la pile. Il y a des petites piles de 4 pastilles au début partout. Puis ben tu vas faire, il y a 4 couleurs, il y a 4 actions, il y a 4 couleurs. Fait que si tu atterris sur le jaune, tu vas faire l'action jaune. Puis si tu ramasses la pastille du dessus qui est rouge, tu vas faire l'action rouge. Fait que ça, c'est ton personnage qui sélectionne les actions. Et sur la carte de la ville à côté, ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas détruire les routes si tu as pris les actions rouges. Tu vas construire des nouvelles routes si tu as pris les actions bleues. Puis quartier par quartier, comme ça, quand chacun des quartiers, on complète la destruction puis la reconstruction des routes, ben là, le quartier est réouvert. Puis là, quand on complète la destruction des maisons et des routes, puis qu'on a reconstruit les routes, ben là, il faut remettre les bâtiments.
Mais il y a une économie très serrée de bâtiments. Là. Les bâtiments qu'on a enlevés, c'est ceux-là qui redeviennent disponibles dans l'ordre qui ont été détruits, là. Faut vraiment penser à notre affaire, tu sais, quand on veut bien faire sa synergie. Puis on a notre architecte qui se promène en ville, puis c'est lui qui décide qu'est-ce qu'on va faire puis où. Il y a beaucoup d'actions, il y a des actions bonus quand on ramasse les fameuses petits jetons d'actions là, de couleurs différentes. On les met sur notre petit tableau, ça nous donne des actions plus fortes. Et dans ce jeu-là, il y a beaucoup d'interactions. Dans ce jeu-là, tu as intérêt à vampiriser les autres. Là. Tu sais, Sam est allé déconstruire des routes. Je passe en arrière, puis j'en construis, puis on finit de démolir les maisons, puis c'est moi qui revire la tuile, puis là, tout d'un coup, c'est moi le king de ça. je gagne des points dans ce quartier-là, parce qu'il y a des points à gagner par quartier. Au fur et à mesure que les tours passent, la personne qui fait avancer quartier par quartier peut mettre des objectifs de fin de game en jeu, mais va choisir dans quelle couleur elle les met. Fait que tu sais, tout le monde pourra pas les faire s'ils prennent pas ces actions-là. Moi, j'ai tripé quand j'ai joué à ça la première fois. Ouais, j'ai bien aimé la stratégie de la sangsue. C'est quelque chose que j'ai adopté assez rapidement en sachant que justement tu peux vraiment profiter des actions des autres puis abuser un peu de leur travail. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez cool. Si vous avez déjà écouté Brooklyn Nine-Nine, Vince c'était le Vulture. Comme celui qui swoop in puis qui résout le cas à la fin quand toute la job est faite. Genre le super déjà presque les menottes au poignet. Là, le Vince y arrive et comme I'll take it from there. Puis il prend tout le crédit après. C'est littéralement ce que j'ai fait. Sam puis Martin faisaient leur affaire chacun de leur bord, puis là moi je faisais comme Martin il a quasiment fini ça, je vais aller le finir pour lui. Là Sam il a quasiment fini ça, je vais aller l'aider. C'était littéralement ça ma partie. Ça a été quand même pas si pire. J'ai pas gagné, mais c'était compétitif là. Une drôle de façon d'aider. Ouais, c'est ça. Aider. Mais le jeu est, puis moi d'habitude les jeux où il y a, parce que c'est pas du take that, mais tu sais, sans être de l'interaction négative, c'est de l'interaction que tu sais, t'as essayé de travailler sur quelque chose, l'autre débarque, le finit, prend le crédit, tu fais comme hey mon mot juste toi. Tu sais c'est ouais, mais tu parlais aussi de l'aspect des buildings qui vont dans la queue puis qui peuvent revenir pour être construits puis tout ça, puis comme tu peux pas construire n'importe quoi n'importe où non plus, puis en plus t'as comme une espèce de course tu sais il y a des objectifs qui vont être mis en jeu qui vont te donner des points pour un certain type de building que tu construis dans un certain quartier puis tout ça, fait qu'il y a plein d'interactions à ce niveau-là aussi, au niveau des majorités dans les différents quartiers là, chaque comme cadran de la ville a plusieurs quartiers, puis là quand tu construis un quartier, tu gagnes des points pour ce cadran-là, puis là chaque cadran va rapporter beaucoup de points à celui ou celle qui est premier là-dedans, puis un peu moins au deuxième, puis tout ça, fait que t'as comme faut que tu regardes partout tout ce que les autres font, essayer de justement d'aller profiter de leurs efforts, mais aussi de bien te placer dans toutes les majorités en même temps, de garder un œil sur les objectifs qui s'en viennent puis tout ça là, il y a beaucoup de trucs très simples mais qui sont tous interreliés, interconnectés, puis un combat de couteau dans une cabine téléphonique là, t'es au coude à coude tout le temps, puis t'es au plus fort la poche, puis moi j'ai vraiment trippé là. Ben moi il y a des designers qui font des trucs qui sont pas tout à fait comme les autres. Puis ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que tu peux aller chercher des habilités spéciales, t'as de la place pour 3. Tu peux en prendre une 4e, t'as remplaces. Mais les objectifs qu'on va chercher pour scorer la fin de la game, ils remplacent tes habilités à un moment donné dans le game. Fait que oui, ça va être payant, mais tu perds une habilité quand tu fais ça. Je trouve que vraiment au niveau, tu parlais de tension dans un jeu, là, on va chercher un jeu où, c'est pas simple, là. Vraiment, là, tu vas, OK, là, comment je fais pour maximiser? Peux-tu vraiment me passer de cette habilité-là si je vais chercher tout de suite ce bonus-là, ou ben Sam va se garager sur le bonus parce qu'il a fait à peu près les mêmes affaires que moi un moment donné, puis on pourra en bénéficier toutes les deux. Tu sais, ça devient intéressant, ça. C'est ça, tu sais, c'est complexe, il faut que tu gères ce rythme-là, il faut que tu saches quand est-ce que c'est quoi le sweet spot, le bon moment pour aller faire telle affaire. J'aime aussi Sam il en parlait souvent de cette image-là, les assiettes qui tournent sur des poteaux, tu sais, qu'il faut que tu t'arranges pour que tout tienne, faut que tu checkes tout en même temps. Faut pas que tu te fasses trop avoir. Puis les autres joueurs qui modifient aussi le plateau, ça influence ta partie.
Fait qu'il y a beaucoup de trucs à regarder, puis c'est vraiment bien fait. Ouais. Ouais. Au final, c'est 4 actions super simples. Mais le timing puis le fait que tout est interrelié comme ça, il y a vraiment une belle profondeur stratégique, là. Ouais. Moi, j'aime ça. 4 actions simples, là, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, des fois, il y a des gros designers, Vital Lacerda, quand il a fait The Gallerist, c'est ça à la base. Il y a 4 spots, il y a 4 actions que tu peux faire dans le jeu de base, puis c'est le fond de ta stratégie, c'est ça. Arrange-toi et maximise après, tu sais. On retrouve ça dans Squaring Circleville. Mais là, Là, Martin, ouais. c'est quoi le lien avec l'Estrie, là? Tu nous parlais d'une ville aux États-Unis, là. Oui, ben en fait, cet été particulièrement, mais en fait depuis 3 ans à Sherbrooke, on a l'impression qu'on est un peu à Montréal, puis qu'il y a des cônes oranges partout. Puis c'est particulièrement vrai dans le coin où j'habite, près du centre-ville. Il y a un des 3 ponts qui est bouché, il y a à moins de 3 rues d'ici, sur 2 côtés, il y a des rénovations. Moi, ça fait depuis mars que je suis dans les rénovations, pas très loin de chez moi, mais genre à temps plein. Fait que quand tu m'as dit qu'est-ce que tu prendrais pour décrire la ville, je fais comme genre je vais chercher un jeu où tu sais on construit une ville puis le kit, puis là, j'ai pensé à Squaring Circleville parce qu'il faut la démolir puis la reconstruire. C'est ça le lien. C'est bien niaiseux, tu sais. On aurait pu faire un jeu montréalais, puis ça aurait fonctionné aussi là. Mais tu vois, moi, je voyais ça aussi que, tu sais, des rues qui sont faites un peu tout croche, un peu n'importe comment. Il y a une couple d'intersections à Sherbrooke qui sont peut-être sur ce modèle-là, puis qui auraient peut-être intérêt à être détruites puis reconstruites sur le sens du monde, là. Ben c'est sûr qu'avec les 2 rivières qui se croisent en plein milieu du centre-ville, puis un lac en plein milieu de la ville, puis ce genre de choses-là, la topographie cherbourgoise donne des cauchemars à certains automobilistes juste pour s'orienter, tu sais. Ouais, dans mon livre à moi, ça fait plus Estrie que des animaux anthropomorphiques. Mais toi, c'est parce que t'aimes pas ça aller dehors, Sam. C'est pour ça. Autre chose à rajouter sur Squaring Circleville? C'est ça. Mais moi ça fait le tour, mais c'est sûr que c'est un jeu qui est un petit peu plus difficile à trouver qu'Everdell si vous le cherchez là, mais dans le neuf, je sais pas à quel point il en reste dans les différentes boutiques. Ça fait quand date de 2021, je pense que c'est un tirage limité. Mais je sais que dans l'usage, tu sais, sur les forums de discussion à tout bout de champ, on en voit là, des copies passer une fois de temps en temps. Peut-être trop d'interaction pour certains. Je vais garder un œil pour ça parce que j'aimerais où on y rejouera là, parce que moi ça m'avait bien plu en tout cas. Mais un que j'aime encore plus, c'est mon jeu puis qui fait encore plus estrien. C'est le jeu Power Grid de l'auteur Friedman Freeze, qui est aussi connu en français sous le nom de Megawatt. Ça a été publié en 2004, en premier par 2F Spiel, ça a été repris par Rio Grande, puis un paquet d'autres éditeurs dans tout plein de langues. Donc, Power Grid, c'est un jeu où on va construire des centrales électriques. On sait bien, quand on pense Estrie, on pense Sherbrooke, on pense Hydro-Sherbrooke. Va être une des seules villes au Québec qui a sa compagnie d'électricité privée. Je pense en fait que c'est vraiment la seule, parce que le reste du Québec, c'est vraiment Hydro-Québec, mais à Sherbrooke, ils sont restés indépendants. Puis en plus, dans Power Grid, on peut jouer sur la map du Québec, puis Sherbrooke est dessus. Écoute, Sherbrooke est là. Tu peux pas faire mieux que ça, là. Mais il y a Sherbrooke dans Ticket to Ride aussi, là. Ouais, mais Power Grid, c'est un bon jeu. Oui. Oui, il y a des cubes. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, c'est un jeu où on est différentes compagnies qui font de l'électricité. Il va y avoir des enchères à chaque tour pour s'acheter des nouvelles centrales électriques. On a différents types de centrales, il y en a qui vont fonctionner au charbon ou au pétrole ou aux déchets ou à l'uranium, on a des éoliennes, on a toutes sortes d'affaires. Puis au fur et à mesure que la partie avance, ces centrales-là vont devenir de plus en plus efficaces, de mieux en mieux, puis vont nous permettre d'électrifier de plus en plus de villes. Fait que c'est ça, on a l'aspect enchère pour acheter les centrales, super interactif, c'est mon tour, je mets une centrale aux enchères, les autres peuvent miser dessus, des fois on peut même miser juste pour faire monter le prix parce qu'on veut faire dépenser nos adversaires, puis des fois Vince il essaye ça, puis finalement il reste pogné avec parce que c'est pas vraiment cette centrale-là que je voulais. Ouais, ça c'est un peu chiant.
Quand t'es obligé de remplacer une éolienne qui te produisait bien de l'électricité par une espèce de centrale au charbon boboche, ça fait mal. Fait que ça, c'est le premier aspect du jeu. On se construit un mini tableau. On peut avoir jusqu'à 3 centrales. Puis là, quand on achète une quatrième, ben, faut en flusher une. Fait que plus la partie avance, on espère qu'on va améliorer notre tableau. On a aussi tout un aspect de... C'est pas tout à fait du contrôle de territoire, mais quasiment. Là. Fait qu'on va avoir la carte... ça peut être la carte du Québec, mais il y a aussi les États-Unis, l'Allemagne et la France, name it, là. Il y a plusieurs extensions qui sont juste des nouvelles cartes. Donc, on a un lieu géographique donné qui va être divisé en différentes régions. Puis dans chaque région, il va y avoir des villes. Au début de la partie, chaque joueur va placer une petite centrale sur une ville de son choix. Puis après ça, au fur et à mesure que la partie avance, quand on va vouloir placer des nouvelles centrales, ben, il va falloir partir d'une ville où on est déjà, puis s'en aller à une autre ville qui est reliée. Parce que toutes les villes vont être connectées par des chemins qu'on est obligé de prendre. Puis ces chemins-là vont coûter plus ou moins cher. Donc si je pars de Sherbrooke et que je m'en vais à Brossard, ben ça coûte pas trop cher. Mais si je veux partir de Montréal pour me rendre à Roberval, ben là, ça va coûter la palette. Puis l'argent est vraiment tête dans ce jeu-là, parce que tu sais, oui, on en fait à tous les tours. Mais à toutes les fois qu'on veut s'expandre, ben, il va falloir payer non seulement notre chemin de connexion, mais aussi dans la ville dans laquelle on arrive. Puis là, en début de partie, il peut juste avoir un joueur par ville. Puis ça va nous coûter comme 10 électro, là, qu'ils appellent, mais 10 piastres pour se rendre là. À un moment donné dans la partie, on va passer à la deuxième étape, puis là, on va pouvoir prendre comme le deuxième spot dans chaque ville, mais là, ça va nous coûter 15 plutôt que 10. Puis en fin de partie, on va avoir un troisième qui va s'ouvrir pour 20. Fait que, en début de partie, on peut rapidement, si on fait pas attention, se peinturer dans un coin. Tu sais, on se dit, il y a beaucoup de connexions cheap dans ce coin-là, je vais commencer là. Mais là, tous les joueurs se disent ça, puis là, tout le monde commence à s'étendre, puis à un moment donné, t'as comme plus de place où tu peux aller, t'es comme pogné dans ton coin, puis là, faut que t'attendes que la phase 2 arrive avant de pouvoir placer des nouvelles centrales. Puis j'allais dire, la phase 2, c'est quand les gens vont avoir posé un certain nombre de villes. Fait que là, si toi, t'es bloqué dans ton coin, ben tu peux pas comme aider les autres à progresser vers la deuxième phase. Fait que c'est une longue agonie jusqu'à temps que ça se passe. Ouais, c'est ça, t'accumules l'argent un peu, puis là, un coup que la phase 2 embarque, là, tu peux comme exploser puis en mettre plein d'un coup. Mais en même temps, la façon de faire de l'argent, c'est d'électrifier le plus de villes possible. Donc, si t'es pogné dans ton coin puis tu peux plus t'expandre, ben même si t'as des meilleures centrales, à un moment donné, t'es comme capé au nombre de villes dans lesquelles t'as placé des maisons. Puis, dans le fond, la fin de la partie va arriver quand quelqu'un va arriver à un certain nombre de villes de placer qui va dépendre du nombre de joueurs. Donc, plus on a de joueurs, plus ce nombre-là va être petit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, le gagnant ou la gagnante, c'est pas la personne qui a le plus d'argent, c'est la personne qui va être capable d'électrifier le plus de villes pendant le dernier tour. Donc, c'est hyper important d'avoir un tableau de 3 centrales qui peuvent électrifier un maximum de villes, puis d'avoir les ressources pour les fournir, tu sais. Parce qu'il y a un aspect que j'ai pas parlé, qui est que chaque centrale, il y en a qui ne demandent pas de ressources, là, les éoliennes puis tout ça, mais la plupart vont requérir des ressources pour fonctionner, puis il y a un marché qui est comme un peu dicté par l'offre et la demande avec les joueurs. Donc, en début de partie, il va y avoir beaucoup de charbon, beaucoup de pétrole, un peu moins des autres affaires. Fait que les ressources qu'il y en a beaucoup vont coûter moins cher à acheter, mais là, si tout le monde se garoche dessus, ben la réserve diminue. Fait que là, plus ça diminue, plus ça devient cher d'aller acheter ces ressources-là. Puis à la fin de chaque ronde, dans le fond, on va rajouter un certain nombre de ressources qui est prédéterminé selon le nombre de joueurs, selon quelle phase on est rendu. Donc, si tout le monde se garoche dans les mêmes ressources, ben ils vont devenir de plus en plus chers parce que le monde en achète plus que ce qu'on va remettre à chaque tour. Donc, rapidement, ça devient intéressant d'aller se diversifier vers d'autres sources d'énergie. Puis, ça rajoute un beau niveau d'interaction direct et indirect entre les joueurs. Faut vraiment surveiller qui a quoi comme centrale, quand est-ce que c'est le temps de switcher à l'énergie nucléaire qui va devenir plus cheap et qui est souvent plus efficace, là.
oui, les ressources vont coûter plus cher au début, mais à un moment donné, ils vont tomber à un point où ils sont pas si chers que ça, puis d'habitude, les centrales nucléaires sont plus efficaces aussi. On a juste besoin d'une ressource pour électrifier plus de villes qu'avec les centrales au pétrole, par exemple, tu sais. Ouais, puis veux pas aussi, avec la partie qui avance, on fait vraiment tout le temps de plus en plus d'argent. Fait que t'as vraiment cette escalade-là. Fait que tu sais, même si au début, tu regardes le coût de l'uranium puis tu te dis ça n'a pas de bon sens, rapidement, à un moment donné, tu te rends compte que ça s'achète là, parce que tu fais la palette à chaque tour. Puis t'as aussi un aspect que tu peux acheter des ressources de plus que ce que t'as besoin, mais pas tant que ça non plus. T'es comme limité avec les espaces que t'as sur tes centrales. Donc, des fois, ça vaut la peine de payer un peu plus pour avoir plus de ressources. Comme ça, au tour d'après, t'as moins à dépenser. Fait que tu sais que tu vas avoir plus d'argent pour aller placer tes villes. Parce que t'achètes tout le temps les ressources avant de placer les villes. Fait que des fois, faut que tu comptes tes affaires aussi, tu sais, t'achètes tes ressources, là, tu te dis, ah ouais, je vais être capable d'en power 5, mais là, pour l'instant, j'ai juste 4 villes, je vais être capable d'aller placer ma 5e, mais là, Martin joue avant moi, fait que ça se peut qu'il me coupe l'herbe sous le pied, fait que je suis peut-être mieux de moins acheter de ressources, mais si j'achète moins, je peux moins en power. Tu sais, il y a plein de considérations à avoir sur chaque achat que tu fais, dans le fond, parce que t'as l'air d'avoir beaucoup d'argent, mais t'en manques rapidement, je trouve. Ben, c'est ça parce qu'il y a des aspects, il y a deux, trois aspects qui sont super intéressants. D'abord, le marché de cartes qui sont nos centrales, tu sais. Il y a une première rangée qui sont disponibles, puis il y a celles qui s'en viennent au prochain tour, puis on en rajoute toujours une, mais dépendamment du chiffre qu'il y a dessus, qui est son coût de base, elle va peut-être s'intercaler ou monter plus vite ou monter moins vite. Puis des fois, la dernière personne va choisir de pas faire d'enchère du tout pour que tu sois pogné avec ta carte. Puis elle va prendre une carte qui, oui, coûte quelque chose, mais comme à la dernière, il n'y aura pas de surenchère. Si t'as fait ça, si je me souviens bien, Vince, pour une carte ou deux d'éoliennes, tu sais, tu l'as vu venir, tu dis, je vais juste attendre, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment un niveau d'interaction intéressant à ce niveau-là, je trouve. La façon dont le marché est fait, là. Puis l'argent, effectivement, tu sais, c'est tellement, tu sais, il y a le coût du chemin pour te rendre il y a le coût pour t'installer dans la ville, il y a le coût pour acheter des ressources pour pouvoir électrifier des villes. Fait que là, à un moment donné, tu fais comme, OK, tu sais, du calcul, là. Si je me souviens bien, il y en a un dans le game qui a sorti sa calculatrice, là. Oui, ben à un moment donné, ça devenait c'est moi, je suis coupable. Ça devenait un peu intense. Moi, en fait, ça devenait vraiment un problème d'optimisation à un moment donné. Tu sais, je voyais comme l'espace solution, puis là, il fallait que je détermine, OK, dans quoi je peux naviguer, tu sais, qu'est-ce que je peux payer, jusqu'à quel montant je peux monter pour acheter cette centrale-là sans que je puisse plus acheter les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir faire ma vie. Fait que là, à un moment donné, j'avoue que ça a commencé à devenir, ça chauffait dans ma tête. Ouais, Mais c'est un jeu qui peut amener un peu de paralysie de l'analyse si vous êtes prompt à ça. Surtout les derniers tours, là, t'essayes de vraiment maximiser tout ce que tu peux aller chercher, puis ça devient je pense à moins de joueurs, à 3, tu sais, ça peut devenir tu sais, il y a une solution optimale, puis comme on peut décider que je vais la trouver, puis même si ça me prend 5 minutes à tout compter, tu sais. ouais, Mais c'est sûr qu'à plus de joueurs, là, c'est qu'il y a plus d'incertitudes, fait que c'est moins prompt à faire ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans la partie, tu peux arriver à un point où est-ce que tu le sais que tu peux pas gagner, puis il va rester 2 rounds, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. C'est le seul défaut du jeu. Ces jeux-là où il n'y a pas de hasard, ou presque pas, là. Le seul hasard qu'il y a, c'est l'ordre dans lequel va sortir les cartes, là. Mm-hmm. C'est pas un gros hasard parce que de toute façon, si le chiffre est très gros, son entrée en jeu va être retardée. De toute façon. Fait que, tu sais, il n'y a pas une si grande part de hasard. Fait qu'à un moment donné, effectivement, là, tu sais, tu fais comme dans notre partie qu'on a joué, tu sais, je t'ai couillonné un peu sur le prix de la dernière centrale, puis ça a fait que Sam a gagné. C'est un choix déchirant, c'est du king-making, je te faisais gagner toi ou lui. You have chosen wisely. Ouais, Je veux ben, dire, moi, j'avais la même situation parce que sur cette centrale-là, si je la prenais, je pouvais pas gagner. Puis si je la mettais en vente, peut-être que Martin aurait gagné. Puis finalement, c'est ça. j'étais
J'étais à quelques dollars de gagner, mais je les avais pas. Puis c'est un jeu qui, tu sais, malgré, tu sais, oui, il peut être punitif puis intimidant, mais il est quand même facile à montrer à des nouveaux joueurs, je trouve. Parce que Ben, on l'a fait l'autre soir avec quoi? 3 nouveaux joueurs, Sam? ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça a été un petit peu plus long, mais ça a quand même bien été, là. Oui. Oui, puis les gens ont très bien compris, là. La dame qu'on a rencontrée ce soir-là, oui, avec oui, Simone, oui, oui. elle a catché ça vite en tabarnouche un moment donné, là, elle s'est embarquée, là. Tu sais, on s'est tous ramassés pognés dans le sud du Québec, qu'on pouvait plus s'expandre, puis elle avait comme juste tout fait la périphérie autour, là, tu sais, Québec, pis les alentours, fait que il y a juste elle qui était capable de se rendre à sa 7e maison, là. Les autres, on était tous à côté au max, puis on faisait juste comme ronger notre frein en attendant que la phase 2 arrive, là. Elle était rendue en Gaspésie, puis nous autres, on galérait. Mais, je tiens à dire que en fin de partie, j'ai réussi à me rendre jusqu'à Bécomo. C'est vrai. Ton patelin natal, c'est pour ça. C'est ça. Puis en plus, en début de partie, tu sais, fallait choisir une région qu'on comprenait pas, parce que le nombre de régions qu'on prend dépend du nombre de joueurs. Puis là, les gens étaient comme, ah non, on prend pas la Côte-Nord. J'ai comme, ah ben, moi je viens de là, j'aimerais ça la prendre. Puis tu vois, ça a pris comme au dernier round avant que quelqu'un se rende jusque-là, tu sais. Ben oui, puis Sam, il disait, ben on va sacrifier l'Abitibi. On a sacrifié l'Abitibi, puis au tour numéro 3, il pouvait plus prendre d'expansion à gauche, tu sais, la carte. Fait qu'il le regrettait un peu. Finalement, j'ai gagné, fait que c'était correct. Je pense que c'est Toutes les histoires finissent comme ça, finalement, Sam a c'est gagné. ça, c'est notre thème de la soirée, hein. C'est Sam a gagné à tous les jeux. Ouais. Puis on n'a même pas joué à le jeu qu'il faut pas nommer. Ah ouais, oui. Hey, c'est pas pire. J'ai failli demander c'était lequel, puis après ça, j'ai fait ah non, c'est vrai, on n'a pas besoin de le nommer, on le sait déjà c'est quoi. Ben oui, c'est Oui, j'ai Guards pris des of paris avec Atlantis. J'ai bien je aimé savais. que Martin, tu l'as Mais là- coupé. Mais On n'a c'est pas toi qui entendu l'as ça. amené, là. C'est toi qui l'as amené, là. Moi, je Je m'en le lave sais, les mais mains. je me suis rendu compte que lors du dernier duel, si Vince l'avait pas mentionné, vous l'auriez oublié. C'est vrai. Je vous écoute, tu sais. Fait que moi, ça fait le tour, je pense, pour Power Grid. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Moi, j'étais bien content d'y rejouer. Ça faisait super longtemps. J'ai joué ça dans ma première année de gaming en genre 2019. Là. Ouais, moi, tout, j'ai commencé en 2007-2008. C'est un des premiers jeux que j'ai joué. Ça faisait longtemps que j'y avais pas joué aussi. Puis, tu sais, c'est encore aussi bon, là. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'espèce d'aspect de progression de la partie qui fait que, tu sais, plus ça va, plus on fait du cash, plus on en dépense, plus on construit, plus on grossit, plus je trouvais que le rythme était intéressant. C'est sûr que nous Oui, autres, puis même si on gagne pas, c'est le fun. On a quand même un sens de progression dans ce jeu-là. ouais. C'est pas vrai dans tous les jeux. Non, c'est vrai. Fait que là, si on veut tomber dans les comparaisons pour notre duel à 3, fait que comme j'ai dit, là, c'est dur de trouver des points de comparaison parce qu'on a des jeux un peu disparates, là. Fait qu'on va se rabattre sur l'Estrie. Ben moi, l'Estrie est littéralement présente dans mon jeu. Fait que je pense que là-dessus, c'est point Sam, là. Ben, je t'aurais donné raison si j'avais pas amené Squaring Circleville parce que mon père a travaillé pour Hydro-Sherbrooke presque toute sa vie. Tu sais, il était mécanicien en turbine hydroélectrique. Je connais bien le jeu. Mais moi, je trouve que les Renault de cette année, là, particulièrement cette année, ça marche avec Sherbrooke. Là. Squaring Circleville, puis les rues tout croche, puis ça marchait bien. Là. C'est comme un point Team Martin, là, tu sais. Mais c'est clairement un point Team Vince, parce que je veux dire, tu sais, dans Power Grid, tu sais, c'est Hydro-Québec, au final. C'est pas Hydro-Sherbrooke, là. T'as essayé d'annexer, en fait, Hydro-Sherbrooke. C'est comme si tu tassais l'Estrie, puis ça n'existait plus. Les villes, tu sais, là, tu te parles de raser Sherbrooke au complet, quasiment, parce que c'est mal fait. C'est pas positif pour Sherbrooke. Alors que si on pense aux sont en train de faire avec avec la rue des grandes fourches, ils ont tout arraché le pont. Ouais, mais tu sais, après ça, tu sais, on pense au plein air, tu sais, avec toute l'agressivité des parties qu'on a jouées, tu sais, de Power Grid, où est-ce qu'on se tape dessus, il y a eu beaucoup d'interactions, ou dans Squaring Circleville, où est-ce qu'on passe la game à faire des sangsues, tu sais, on va se reposer en forêt, à regarder des animaux. Je trouve ça fait point Vince.
Je trouve que c'est d'une ironie sans nom que ce soit toi qui apporte ce point-là, là, pour plus qu'il y ait d'interaction. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, on peut en parler d'interaction justement parce que moi j'aime ça de l'interaction dans mes jeux, fait que c'est pour ça que Everdell, j'ai moins trippé, mettons. Tandis que dans Power Grid, on l'a dit tantôt, il y en a plein au niveau du marché des centrales, du marché des ressources, du placement des centrales, c'est vraiment super coupe-gorge. Je pense que on l'a dit dans Square Circleville, il y en a beaucoup aussi. C'est un jeu de majorité, de sensu, tout ça, là, c'est, pour ça, pour vrai, les deux, pour moi, sont égaux, là, puis bien au-dessus de Everdell. Ça, c'est pour les gens qui aiment, justement, l'interaction. Mais tu sais, des fois, c'est le fun de pouvoir faire son petit tableau à soi, faire sa petite vie tranquille, tu sais. Moi, je trouve que c'est différent, tu sais. Je recherche pas nécessairement l'interaction à tout prix. Fait que tu sais, c'est le fun. J'avoue que j'en profite beaucoup, là. J'avoue que dans Scoring Circleville, j'aimais beaucoup jouer la sensu. Puis, ça rajoute, dans Power Grid, on a vraiment c'est vraiment un gros challenge, là. T'as comme un mind game par-dessus le jeu parce que tu te dis, cette centrale-là, Sam, il va-tu la prendre pour améliorer ses affaires? Ah, ça doit être ça. Puis finalement, tu te fais avoir parce qu'il en veut pas. Tu te ramasses avec de la scrap dans ton tableau. Ben, tu te sauves certaines frustrations dans Everdell parce que justement, t'as pas cette sensation-là de te faire, que les autres joueurs peuvent trop influencer ton jeu puis scraper ton tour. Ben, ils peuvent quand même te voler la carte que t'as besoin pour finir ton combo, tu sais. Ouais, mais parce que oui, il y a plusieurs copies, mais ils peuvent toutes dévoler aussi, là. Ouais, mais j'ai pas eu l'impression parce que c'est sûr qu'on était juste 3, là. Peut-être que si on est plus nombreux, il y a plus de chances que ces cartes-là partent, mais en même temps, ça fait plus de roulement. Le marché est-tu plus gros quand il y a plus de joueurs? Le marché est pas plus gros, mais il y a des emplacements supplémentaires pour la pause des ouvriers. OK. Tu rajoutes des cartes avec, fait que tu sais, c'est équilibré, t'as le même équilibre à peu près, là. Ça fait pas. Moi, j'ai bien de la difficulté à vous départager parce que mes amis disent souvent que je suis un joueur assez calinours. Tu sais, moi, l'interaction négative, j'aime pas tant ça. J'ai commencé à en jouer plus quand j'ai acheté Mosaïque, qui est une espèce de jeu à thème de civilisation, mais où il y a pas vraiment d'attaque, là, tu sais, c'est juste que tu sois majoritaire, ben si quelqu'un y a mis un bâtiment de plus, ben tu t'arranges pour en rajouter un, c'est tout, là, tu sais, je suis à la game, là, tu sais, c'est plus à ce niveau-là. Comme je vous dis, tu sais, Squaring Circleville, il y a beaucoup d'interactions, puis je l'aime pareil, mais on peut très bien me faire jouer un jeu où je fais du multiplayer solitaire, puis avoir du fun. Tu sais, moi, dans la gamme des royaumes de l'Ouest, les paladins, il y a pas d'interaction. Là, tu peux prendre un petit bonus à la place de quelqu'un d'autre, puis that's it. Puis ça me dérange pas pantoute. J'aime ça pareil. Non, mais celui-là, il est plus crunchy un peu aussi, là. Tu sais, faut que tu fignoles ton engin pour le faire bien travailler. Versus Everdell, on dirait que les combos te sont donnés tout cuit dans le bec, là. Tu sais, quand t'as le château, faut que tu trouves le roi. Quand t'as la ferme, faut que tu trouves le fermier. Tu sais, t'as pas trop à réfléchir, là. Ce que je pense souvent, c'est que les joueurs euros ou même les joueurs qui font un peu des deux, là, et de l'Améritrash et de l'euro, quand ils se retrouvent devant un jeu comme Everdell, il y a des spots ouverts chez moi que tu peux venir. Mais parce que tu sais que ça va me bénéficier un petit peu, tu vas trop hésiter à le faire, alors que ce serait probablement puissant une fois de temps en temps de le faire. C'est pas la première fois que je vois ça dans des jeux. Puis tu sais, quand t'es habitué de jouer à des jeux où tu sais, c'est faut que tu gagnes, c'est vraiment, tu sais, c'est pas du coop, c'est vraiment, tu sais, le plus de points qui gagne. Ben des fois on hésite à faire ces moves-là qui bénéficient un petit peu aux autres pour, tu sais. Puis dans Everdell, ben ça arrive souvent, puis il y a très peu de gens qui vont jouer chez l'adversaire. En tout cas dans ce que j'ai remarqué, là. Ouais, souvent tu regardes tes propres cartes parce que c'est celles-là qui vont bien ensemble. Puis c'est vrai que t'as moins tendance à regarder le tableau de l'autre. C'est tough là de voir qu'il y a des spots disponibles chez les autres parce que tu sais justement le plateau est gros, il y a le gros arbre dans le milieu, tu sais, d'aller checker tous les tableaux des autres, t'as peut-être pas tout le temps le. En tout cas moi je prenais pas vraiment le temps de le faire, je dois avouer. Là. Ben puis moi je vais te dire, tu sais, j'ai des foyers dans mes lunettes là. Passer un certain âge, voir les cartes des autres quand c'est écrit petit de même, t'oublies ça, là, je vois rien.
C'est pour ça que dans ce jeu-là, souvent, tu vas dire, ben là, maintenant, j'ai un spot d'ouvert, là, si vous voulez venir, gênez-vous pas, là, tu sais. Mais on parle de visuel, par exemple, c'est vrai que là-dessus, je suis prêt à donner le point à Vincent. Le jeu, il est très beau versus les autres qui sont plus Oui, Squaring les autres, Circle, c'est il est plus récent, là, mais il y a quand même un look de vieille euro beige, là. Oui, il est très beige. Très, très beige. Puis c'est la même affaire Power Grid, là. Les sections de la carte sont colorées comme une vieille map monde, mais à part ça, tu sais, je veux dire, c'est pas... les Ouais, dessins sont ordinaires, puis tu sais... les couleurs sont saturées à fond, là. C'est fait pour que tu puisses distinguer facilement puis rapidement les trucs, mais c'est pas fait pour être joli. Non, c'est ça, c'est fonctionnel, mais c'est pas très beau. C'est exactement le même rose qu'on trouvait ces vieilles maps, là. Tu sais, là, je veux dire, j'ai des souvenirs, tu sais, moi j'ai étudié en histoire, puis j'en ai vu des Moses de maps dans des livres, c'est toujours ces couleurs-là, fait que c'est pas super original. C'est surtout pas des couleurs très traditionnelles, tu sais, c'est pas le vert forêt puis le rouge que les daltoniens ont de la misère à distinguer, tu sais, ils se sont éloignés de ça un petit peu, là, alors que dans Power Grid, pas du tout. Ouais, c'est une autre époque où on regardait peut-être moins ce... Ouais, effectivement. On savait peut-être pas que ça existait encore, les daltoniens, dans ce temps-là. Mais ouais, on a vraiment des trucs assez variés. Je trouve qu'aussi niveau complexité, on a des jeux assez quand même faciles à prendre en main malgré tout. Tu sais que Ouais. même si t'as beaucoup de creuser la tête dans Power Grid, comme on disait, c'est pas compliqué. Tu fais ta phase d'enchère, t'achètes tes ressources, tu places ta centrale, puis tu payes ce qu'il faut pour l'allumer, puis that's it. Mais T'as une petite carte carrée qui résume toute la phase d'un round d'un côté, puis de l'autre côté qui te dit combien d'argent tu fais pour combien de villes que t'électrifies. Là. Fait que t'as comme, juste avec ça, là, t'as comme quasiment toutes les règles. Ouais. Un coup que t'as eu l'explication, mettons, là, tu te réfères à ça, puis tout est là. La seule affaire qu'il faut surveiller dans Power Grid, c'est l'ordre du tour. Fait que si t'as une personne qui a l'habitude du jeu, c'est même pas un problème. Hein? Dans Squaring Circleville, il y a rien. L'affaire la plus compliquée, c'est d'amener les bonus éventuellement puis pour les mettre en jeu. Fait que tu sais, c'est même chose là, quand t'as quelqu'un qui a joué une fois, c'est pas la fin du monde. c'est Puis progressif, tu sais. Everdell, comment? C'est progressif aussi, tu sais. Au début, tu les as pas, ces bonus-là. Fait que tu sais, tu as le temps Ouais. comme de t'habituer à faire les actions de base. Puis là, en amener un petit plus. Puis là, tu sais comment l'utiliser. T'es pas pris au dépourvu à ce moment-là. Moi, je dirais que c'est tous des jeux qu'après un tour ou deux, là, les gens se posent plus de questions, là, tu sais. Non. C'est peut-être leur plus gros point commun à part l'Estrie. Puis même à ça, l'Estrie. Bon, c'était pas facile comme mandat quand même, là, tu sais. Ouais. C'était pas évident. Y avait-tu une ville estrienne dans le Monopoly Canada? Peut-être. Je sais sais que pas, mais je Beauceville te dirais avait. que ça fait au moins 35-40 ans que j'ai pas joué au Monopoly, alors sans Ouais. dévoiler mon âge, ça fait longtemps. Je vais t'avouer que tu sais, j'aurais été un peu déçu de t'avoir invité à l'émission puis que tu nous parles du Monopoly. Oui. J'ai trouvé ça drôle, par contre, on en parle, puis je suis tombé là-dessus il y a pas si longtemps, mais Watch It Played, ils ont fait un épisode Poisson d'avril où est-ce que Rodney Smith, il t'explique comment jouer au Monopoly. Ouais, c'était pendant la pandémie, hein. Ouais, c'était très drôle. L'école du jeu en avait fait un aussi avec Risk, mais c'était une parodie. Je pense qu'il avait mis son jeu dans le four, puis comme... Vous aurez checké ça, c'était quand même pas pire. OK. C'est lequel des gars de l'école du jeu qui a fait ça? C'était JP, je pense. C'est JP. Ben, il est assez rigolo. C'est lui qui m'a donné ma chance au début. J'ai été le premier stagiaire de l'école du jeu avec ma chaîne. Ouh! Quand même étrange, quand même une formation de prof. Pour être stagiaire à l'école. Ouais. Bon, fait que je pense que ça fait le tour pour nous aujourd'hui. Ça va être à vous, les auditeurs, de parler maintenant. C'est lequel le jeu qui fait le plus estrien? C'est quoi le jeu que vous avez le plus le goût d'essayer? Allez-vous être #Team Sam avec Power Grid? #Team Vince avec Everdell. Et #Team Martin avec Squaring Circleville, j'imagine?
Pas payé, pas On payé. vient-tu de créer un hashtag à mon nom, là? T'es fait. Là, on va te voir partout sur X. Ouais, c'est ça, tu vas être trending. Ouais. Ou sinon, c'est quoi, vous, votre choix de jeu thématique Estrie? Tu sais, moi, j'avais lancé l'idée quand on brainstormait de Grand Base en Estrie, un zoo là, on aurait peut-être pu parler de Ark Nova ou de... Mais, Sam avait déjà prévu de dire qu'il l'a proposé à quelqu'un d'autre parce qu'il avait déjà planifié le bâcher Ark Nova encore. Ça, c'est comme le deuxième truc qui arrive souvent, tu sais. Après avoir parlé de Guards, il faut que Sam, il bâche Ark Nova. Ben, tu vois, moi, je déteste pas jouer à Ark Nova, mais en même temps, on est presque dans le multiplayer, multijoueur en solitaire, là, tu sais, c'est pas beaucoup d'interaction, là, non plus. Puis les cartes virent pas mal moins vite qu'à Everdell. donc c'est ça, faites-nous part de votre choix. Vous pouvez nous écrire boardgameduel@gmail.com, vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo YouTube, commenter la publication sur Facebook, sur Instagram. Venez sur notre Discord, on aime toujours ça, jaser des épisodes, jaser de jeux avec vous là-dessus. Je pense que c'est la façon la plus directe de nous rejoindre. Merci Martin d'avoir accepté l'invitation, c'était très cool de faire un épisode avec toi. Ça fait plaisir. C'est très, très, très intéressant. On le répète, Estrie joue, première fin de semaine de novembre, mettez ça à votre calendrier, puis on va vous redonner des nouvelles quand que les inscriptions vont être ouvertes. Ben, suivez les actualités et de Board Game Duel et de l'Atelier du Meeple et de Estrijou, puis vous allez en entendre parler. On va vous casser les oreilles avec ça, pareil comme avec Guards of Atlantis. Sauf Deux fois! On va juste s'assurer de pas vous écœurer avec ça, par contre, là. Ça va être plus plaisant que de jouer contre Sam à Guards of Atlantis, tu sais. Venez à Estrijou, ça va être plus plaisant. Ou vous pourriez jouer à Guards of Atlantis avec moi si vous venez, ça va me faire plaisir de vous le montrer. On aimerait remercier aussi Chrysalis pour notre chanson thème. Et merci à vous de nous écouter. Sur ce, je t'ai Vince. Je suis encore Sam. Et je vais être Martin encore pour un bout. On dit à la prochaine. À plus. Lâchez pas les gars, vous êtes bons.